Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi et que ça commence par des chants parce que finalement la mémoire humaine garde dans sa structure la plus profonde, je dirais, les générations, les millénaires d'expressions orales qui ont structuré la mémoire comme rythme, comme mémoration par le rythme, par la répétition. Et sans doute, le chant est un des vecteurs les plus solides, les plus profonds de la mémoire, et notamment de la mémoire collective, de la mémoire. Qu'est-ce qui nous porte le plus que les chants de notre enfance, que les cantiques de notre enfance, hein, oui. On est porté par les chants qui nous portent, je dirais, de génération en génération, et que nous transmettons de génération en génération comme sur un lit de mourant, on repasse la bague au suivant. Il y a une sorte de transmission par le chant. Donc, le travail de Paul Ricoeur sur la mémoire et l'oubli, vous allez voir qu'il touche aussi des questions de politique et d'histoire, est un travail de philosophe. Et donc, j'espère que ce que je vais faire cet après-midi, j'aurais pu faire quelque chose de moi-même. Je suis resté sur le cahier des charges qu'on m'avait demandé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est chez Paul Ricoeur. Et c'est vrai que c'est de la philosophie quand même. C'est des concepts un peu, parfois un peu compliqués, mais importants. Je vais essayer de vous montrer en quoi c'est important de passer par ces machines à retarder, si je puis dire, à retarder l'oubli, mais aussi à retarder la mémoire qui peut être trop explosive, si vous voulez, que sont les réflexions philosophiques d'un philosophe comme Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, je commençais par une citation, écrivait « Je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli. L'idée d'une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués. Comment penser une juste mémoire ?» C'est donc un des thèmes de son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli », qui maintenant est en livre de poche. Et je pense que c'est, donc, après la loi Taubira, un siècle et demi après l'abolition de l'esclavage, le fait que maintenant il y ait cette levée des mémoires, mais aussi avec une question qui est la question du devoir de mémoire. Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire ? Qu'est-ce que c'est qu'un devoir de mémoire ? Ricoeur aide à remettre cette question, je dirais, sur le métier d'une manière civique, justement, d'une manière qu'on puisse penser ensemble. Parce que, justement, il y a des exigences de justice, il y a des exigences de mémoire qui sont tantôt refoulées, mais tantôt aussi manipulées, instrumentalisées politiquement, directement même parfois politisées. Et donc, il faut réfléchir sur le sens de ces notions. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a ce qui était enfoui, mais qui n'était pas fini, qui continue à travailler le présent, hein, je dirais aussi par des traces de souffrance, mais aussi par des occupations, si je peux dire, mutuelles de la mémoire. Enfin bon, tout cela, ce sont des choses qu'il faut ne plus escamoter, en effet, et faire remonter pour chercher ensemble des voies on a dit de guérison, on pourrait dire des voies de réconciliation, on pourrait dire des voies pour partager le passé, repartager le passé, pour porter ensemble un passé partagé. Mais sans cacher justement les dangers d'une politique de la mémoire, hein, lorsqu'elle s'énonce comme un devoir avec une version officielle, c'est ça qu'il faut penser, etc. C'est pour ça que, je dirais, on a besoin d'une conception solide des rapports entre la mémoire, c'est quoi la mémoire, c'est quoi l'oubli, c'est quoi l'histoire, c'est quoi la politique, peut-on avoir une politique de la mémoire. Ricoeur, vous voyez, a introduit les notions de politique, les notions d'histoire, et distingue deux types d'orientation, je vais les développer, une orientation vers la vérité de l'histoire et une orientation vers la justice. L'orientation vers la vérité cherche l'unité des différentes représentations, alors que l'orientation vers la justice, c'est qu'on est dans du débat, dans du dialogue. Il y a des mémoires qu'il n'est pas si facile que ça d'échanger, comme si on pouvait changer de mémoire comme de chemise. On ne peut pas changer de mémoire comme de chemise. Y compris même les mémoires collectives, mais encore plus les mémoires, on pourrait dire, transmises de génération en génération lorsque ce sont des mémoires de traumatisme. Ça ne se change pas facilement parce que pour cela, il faudrait déjà les formuler entièrement.
Et c'est pas si facile que ça de formuler entièrement des différends, des torts, des malheurs du passé. Des malheurs qui ne sont même pas arrivés à vous-même directement, mais en plus qui parfois se prolongent, continuent à vous arriver. Donc, comment faire confiance, comment rétablir un minimum de confiance dans la mémoire, faire crédit aux mémoires, à la diversité des mémoires, qui justement elle-même est un vecteur, cette diversité des mémoires de distanciation, d'histoire, et que ça ne se fasse pas sous la forme d'une revendication d'identité, mais par une sorte de déplacement par lequel on prenne en charge l'ensemble du passé, et pas seulement mon passé à moi, tout seul. Hein. Parce que mon passé à moi, à la limite, je peux dire, comme Pilate, je me lave les mains, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Bien, si je prends en charge, ça veut dire que je me déplace, mais ça veut dire aussi que tout le monde va se déplacer pour prendre en charge le passé d'une certaine manière. Donc, je vais commencer, avant d'en venir à Ricoeur, par dire, pour que vous compreniez bien à quelle question je fais répondre Ricoeur ici, le travail de Ricoeur, dire pourquoi est-ce qu'il faut se méfier, il faut le prendre positivement, mais aussi prendre avec prudence la catégorie de l'idée, la notion de politique de la mémoire ou de devoir de mémoire. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. C'est parce que justement, la mémoire, ça peut être de l'explosif. Il peut justement y avoir autour de l'identité de mémoire des gloires passées, des malheurs passés. Ce sont des provisions d'explosifs, à la fois psychiques et politiques. Hein. Et il y a une manière aujourd'hui, par exemple, de pratiquer une sorte de politique du remords. Je ne serais pas d'accord avec Nicolas Sarkozy qui disait que ça suffit la repentance. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une manière de se repentir de choses qu'on n'a pas fait, qui est encore une manière de montrer qu'on est très important. Quand on ne peut plus rien faire d'important, qu'on ne peut plus rien faire de bien, on peut au moins dire qu'on a fait beaucoup de mal. C'est encore une manière de dire je suis très important dans l'histoire parce que moi j'ai fait beaucoup de mal. C'est encore une. Il y a des stratégies politiques. Je veux dire, il ne faut pas être naïf. Il y a des stratégies politiques aussi possibles derrière n'importe quoi, y compris derrière le remords ou la repentance. Il y a aussi les manipulations de l'oubli. Il y a un très beau texte que je vais vous lire de Ricoeur sur ces manipulations de l'oubli, quand on interdit de faire mémoire, quand on interdit de rappeler les mauvais souvenirs, quand on efface du paysage toutes les traces de ce qui devrait n'avoir jamais existé, hein, pour bétonner un paysage tout neuf, méconnaissable, où il n'y a plus de passé. On n'a que le présent qui est là. Vous voyez, là, il y a donc deux risques. D'un côté, il y a des politiques du ressentiment. Il faut se méfier de cette politisation du sentiment et du ressentiment, du ressenti. Et il y a en même temps, de l'autre côté, des politiques de l'oubli ou des politiques, on pourrait dire, de l'amnésie. Et ce sont des stratégies et elles sont très importantes aujourd'hui. Et pourtant, il faut bien penser cette dimension politique de la mémoire et de l'oubli, cette dimension communautaire, cette dimension collective, parce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de société sans mémoire et sans oubli. Supprimer toute mémoire, il n'y a plus de société possible. Il n'y a plus que des individus sans mémoire, désaffiliés, sans aucune transmission, sans rien. Il faut se méfier beaucoup de ça. On a besoin de mémoire, on a besoin de cadres de la mémoire, de cadres de l'histoire, mais il faut que ces cadres de la mémoire, de l'histoire, soient aussi des cadres un peu critiques, un peu partagés, un peu, qui soient eux-mêmes quelque part civiques. Donc, en France, par exemple, on a ouvert ce genre de dossier il y a déjà quelques années. Il y a eu la loi Taubira, mais il y a eu aussi la loi sur les effets positifs de la décolonisation, qui était une sorte dans l'autre sens. Il y a eu la reconnaissance officielle du génocide arménien. Il y a des lois avec un problème pour les historiens. Est-ce que c'est à l'Assemblée nationale de décréter l'histoire, de dire l'histoire est faite par le politique? Les historiens ont envie de dire, mais attendez, il y a quand même des règles du métier, il y a une certaine impartialité, indépendance, accès aux documents, aux témoignages. L'histoire n'est pas un complot occulte comme Da Vinci Code, si vous voulez, hein, dans lequel il y aurait quelques méchants qui tiendraient tous les rouages du complot, ni non plus une foire d'opinion, de mémoire communautaire, on pourrait dire fermées les unes aux autres, qui ne se comprennent pas les unes aux autres, qui ne peuvent pas s'entendre les unes les autres. Donc il ne faut pas dénigrer la complexité de la recherche, de la prudence critique, de l'histoire, refuser ces espèces de versions, on pourrait dire, démagogiques, un peu unanimistes, dans lesquelles il y a des mémoires qui sont à chaque fois une et simples. Il faut se méfier. On a besoin de faire la place à ce que Ricoeur appelle
le dissensus, c'est-à-dire le désaccord. On a besoin de désaccord des mémoires, de construire le conflit des mémoires, parce qu'il n'y a pas d'un côté des pauvres uniquement des mémoires qui seraient purement victimes, et de l'autre côté des mémoires qui seraient purement méchantes. C'est plus complexe que ça, justement, il faut rentrer dans cette complexité de l'histoire. Mais de l'autre côté, en même temps, l'histoire est une chose, en effet, trop grave, trop importante, et la mémoire est une chose trop grave, trop importante, pour être laissée aux seuls historiens. De la même manière que De Gaulle disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour être laissée à l'armée, aux généraux, la mémoire, l'histoire, c'est des choses trop sérieuses pour être laissées aux seuls historiens. C'est l'affaire de tout le monde. Il y a une charge politique, il y a une charge morale, il y a une charge religieuse, si vous voulez aussi, parce qu'on a un travail de mémoire à faire, tous, une responsabilité qui est une responsabilité de tout le monde. Voilà. Et il ne faut pas oublier, en plus, je termine cette longue introduction, qu'il ne s'agit pas d'un passé historique lointain, mais de mémoire encore vivante, encore douloureuse, pour une part, en même temps porteuse de promesses, de rouverture de choses qui auraient été possibles et qui n'ont jamais abouti, et qui demandent toutes ces mémoires à être reconnues. Alors on pourrait dire, c'est une première règle du débat, que les descendants des victimes sont encore des victimes, et que les descendants des coupables ne sont pas coupables. Bon, c'est une différence que j'avais appris à construire dans des débats sur le pardon, auquel j'ai beaucoup contribué. Mais c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça, parce que d'un côté, il y a une politique épouvantable, qui est une politique par les enfants innocents. C'est-à-dire que, comme les enfants des coupables ne sont pas coupables, alors nous, on va être coupables, on va tout détruire, on va convertir les parents de force, on va détruire les familles, on va mettre les filles de force au couvent, etc. Mais après, la génération suivante, ils auront grandi, et là-dedans, et pour eux, ça sera innocent, il n'y a plus aucune culpabilité. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs, là je viens de décrire, la petite scène que je viens de décrire, c'est les dragonnades en France. Alors, il y a cette politique dans laquelle on accepte un petit peu de faire de la violence, mais pour qu'après, par la génération suivante, l'innocence revienne, c'est une politique. Il y a des politiques, on pourrait dire, du fait accompli, du bulldozer. On compte sur la génération suivante pour refaire une virginité sur une génération qui est coupable et qui va, on peut dire, mourir dans un crime qu'elle assume, mais pour que leurs enfants, eux, soient innocents. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut faire attention à ça. Ce sont des pratiques dangereuses et même gravissimes. De l'autre côté, il y a un cinéaste, Pasolini, qui a écrit d'ailleurs un très beau film, La Passion selon saint Matthieu, qui disait que les fils payent pour leur père, c'est vrai, ils sont victimes des crimes de leur père, mais s'ils en sont victimes, s'ils sont malheureux, c'est quand même leur faute, dit-il. C'est assez tragique. Il lui dit c'est tragique, c'est ça le tragique, c'est que les enfants sont coupables de fautes qu'ils n'ont pas commises parce qu'ils n'ont pas rompu avec le crime de leurs parents, ou parce qu'ils n'ont pas rompu avec le malheur de leurs parents. Il y a un moment où il faut savoir se libérer des malheurs passés. Il faut savoir ne pas être tout le temps dans la posture de la faiblesse. Il y a un moment où il faut... C'était Simone Weil qui disait « on est toujours barbare avec les faibles ». Ça ne veut pas dire « il ne faut pas être barbare avec les faibles », c'est « on est toujours barbare avec les faibles ». Même si on est très gentil, quelqu'un qui est très très gentil et très civilisé, il est barbare avec le faible. Donc il ne faut pas qu'il y ait de trop faibles, c'est ça la conclusion. Il faut faire en sorte que les plus faibles soient pas trop faibles. Il faut qu'ils aient de quoi riposter, de quoi on peut dire se libérer des situations qui génèrent de la barbarie, qui régénèrent perpétuellement de la barbarie. Voilà, tout ça, c'est des questions que je veux mettre un peu en amont du travail de Ricoeur pour montrer que ce sont des questions, c'est pas de la philosophie, si vous voulez, c'est pas des choses abstraites, ce sont des questions très concrètes, très lourdes de conséquences, pas seulement dans notre rapport au passé, mais dans notre rapport au présent et notre rapport au futur, ce qui est en train de se passer en ce moment. Je tiens à le dire, là je le développerai peut-être pas plus parce que le temps est limité, mais ce qui se passe aujourd'hui est peut-être plus terrible que ce qui s'est jamais passé. Nous préparons, nous sommes déjà dans des situations qui sont en termes même d'esclavage, en termes de nouvelles figures d'esclavage. C'est-à-dire, le combat du christianisme contre l'esclavage, d'une certaine manière, il faut le recommencer.
Il faut le recommencer en le repensant d'une manière beaucoup plus face. Il ne faut pas être la hantise du passé, fait qu'on voit toujours le passé sous la forme de le malheur sous la forme de la figure ancienne du malheur, mais il y a des nouvelles figures du malheur qui sont en train d'apparaître, qui c'est pas Hitler, c'est autre chose. C'est à partir du sein de pays tout à fait démocratiques et tout à fait gentils et tout à fait civilisés que ça se pratique et qui sont des choses tout à fait qui portent dans leur flanc des dangers pour la planète, des dangers et pour les populations planétaires, des dangers qui ne sont pas seulement des dangers virtuels et futurs, qui sont déjà des choses qui sont en train d'arriver. Voilà, donc j'en viens à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur a beaucoup travaillé sur le temps, sur l'histoire, sur la mémoire, sur le droit aussi. Il a écrit des travaux sur la juste. Vous voyez, c'est des thèmes qu'il... Et une des choses qu'il apporte d'abord, c'est la première chose que je veux dire dans ce débat, c'est qu'il y a entre, d'un côté, la science inattaquable, bien sûr, d'elle, etc., neutre, parfaitement neutre, l'histoire. Et de l'autre côté, des mémoires qui sont des pures opinions émues, des mémoires qui sont du pur ressenti, si vous voulez, alors plus ou moins monumentalisées ou médiatisées, etc. Il dit non, en fait, la réalité, elle n'est ni ça ni ça. On est dans l'entre-deux. On est dans quelque chose qui est plus... L'intérêt, et ce qui est le plus plausible, c'est le débat qui doit faire place à une certaine séparation de l'histoire et de l'État, de l'histoire et de la politique, comme il y a eu une séparation de la religion et de l'État, si vous voulez, mais aussi une certaine séparation de l'histoire et de la mémoire. Et ce n'est pas une désarticulation, ça suppose une articulation dans laquelle, justement, ce n'est pas ni des sciences. On n'a pas de science du passé, on n'a pas non plus une sorte de foire d'opinions qui s'attrapent les unes les autres, à qui sera la plus forte, qui va, on peut dire, le plus émouvoir l'opinion générale. Il faut justement créer un espace historique où la pluralité des récits soit autorisée, mais aussi réglée par le sens de l'échelle des réalités qui sont évoquées et représentées. Donc, je pense que ces questions d'échelle sont très importantes. Quand on voit, par exemple, le nombre de gens des populations qui ont été déplacées par la traite, ou bien le nombre de morts, il faut mettre les choses... L'important, c'est les échelles. On parle de faits, d'accord, il y a des faits, et chaque récit peut s'appuyer sur des faits, mais des faits qui sont à quelle échelle ? Et c'est important de sentir ces échelles. En même temps, des petits faits à petite échelle peuvent avoir une très grande signification. Une signification pour le futur. On va peut-être parfois s'appuyer sur des petits faits très marginaux pour reprendre un peu, peut dire c'est ça là-dessus, ça c'est la graine du futur. Comme par exemple, lorsqu'en 1820-1830, des Américains comme Emerson, Thoreau, etc., refusent de signer la loi font dissidence autour de la loi sur les esclaves fugitifs, eh bien, leur opinion minoritaire va être ce sur quoi peu à peu l'opinion américaine va s'appuyer pour rentrer, on pourrait dire, en combat contre l'esclavage, entre autres. Entre autres, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, cette articulation est une articulation difficile. Je rappelle un petit peu, c'est que Ricoeur, dans un livre antérieur, Temps et récit, avait montré que pour rendre le passé, il y a quelque chose un problème de rendu, on pourrait dire. Rendre justice, mais aussi rendre au sens presque artistique. Comment une photo rend, comment un tableau rend. Eh bien, on avait besoin de l'histoire, mais on avait aussi besoin de la littérature, de la poésie, du cinéma, du chant, de la photo. Il y a une sorte il faut représenter conjointement le passé. Et donc, on a besoin de la fiction. Il n'y a pas que l'histoire. Parfois, la fiction rend un grand service à la représentation du passé. On a besoin des fictions. Il y a des fictions qui représentent mieux le passé que des histoires purement objectives, purement descriptives. Donc, il y a une sorte... dans la littérature, dans le cinéma, une réserve de refiguration possible du passé, de manière de revoir autrement le passé, de le raconter autrement. Mais alors, dans son dernier livre, au contraire, Ricoeur fait le travail inverse. Il dit, attendez, il ne faut pas confondre quand même l'imagination et la mémoire. L'imagination, c'est de l'imagination, c'est de la fiction. La mémoire, elle est basée sur quelque chose qui a été vécu. Donc la mémoire, c'est là-dessus que se base, en fait, en dernière analyse, l'histoire. L'histoire s'appuie sur les mémoires, sur les témoignages. S'il n'y a plus aucun témoignage, si on ne croyait plus du tout au témoignage, si on ne croyait plus du tout à aucune mémoire, il n'y aurait plus d'histoire. Donc, il y a un besoin, l'histoire s'appuie sur la mémoire. Mais du coup, il faut aussi distinguer la mémoire et l'histoire, parce qu'elles sont orientées vers deux choses différentes. L'histoire est tournée vers l'historiographie, on va dire qui vise la vérité, et de l'autre côté, la mémoire, elle, sa valeur
essentielle, c'est la fidélité. La fidélité qui vise au mieux la justice. C'est une fidélité juste. Comment penser une fidélité juste? Comment penser être une justice fidèle? Bon, comment on a une mémoire, Et donc, il faut distinguer ces deux plans. D'un côté, on va viser l'unité de la vérité historique. De l'autre côté, on va accepter de passer par le chemin des mémoires, des fidélités, et l'horizon de la justice, c'est l'horizon je disais tout à l'heure, du débat, du dialogue. Ricoeur a été critiqué par un certain nombre d'intellectuels, notamment juifs, mais aussi parfois arméniens ou d'autres, parce que justement dans ce livre, il y a une page qui est assez critique vis-à-vis du devoir de mémoire. J'ai un petit peu fait allusion à ça tout à l'heure, parce que justement, il montrait la difficulté de commander la mémoire. Il dit la mémoire, c'est un peu comme l'amour. Lorsque dans le Cantique des Cantiques, l'aimé dit « aime-moi », c'est un impératif, mais c'est un impératif amoureux. Il y a des impératifs qui sont des impératifs poétiques et non pas des impératifs juridiques. Il n'y a pas la loi, il n'y a pas l'armée qui va venir de l'ordre pour aime-la, pour l'obliger avec des fusils à l'aimer. Ça n'aurait aucun sens. On ne peut pas obliger un amoureux ou une amoureuse. Ça ne s'oblige pas. La mémoire, c'est pareil. C'est quelque chose qui ne s'oblige pas. C'est quelque chose qui vient par un travail dans lequel on est appelé à la mémoire. Ça se commande difficilement. Donc, c'est très dangereux de mettre en œuvre une politique de la mémoire, comme il y a eu des politiques de la langue, par exemple. On veut plus entendre de breton, on ne veut plus entendre... qui l'inscrivent en termes d'obligations, de droits, d'interdits, parce que justement, du coup, la mémoire peut devenir une mémoire malade, une mémoire manipulée. Il y a des maladies de l'oubli, amnésie, etc., mais il y a aussi des maladies de la mémoire. Il y a des fausses mémoires, il y a des mémoires en carton-pâte, si vous voulez, une espèce de décor de mémoire. On vient faire des cérémonies, des commémorations, mais en fait, où il y a des chefs d'église ou des chefs d'État qui viennent planter la mémoire, et en fait, par derrière, ça ne change rien du tout. Ça fait travailler personne. C'est ça l'idée de Ricoeur, c'est que la mémoire indispensable et la mémoire vitale demande à être travaillée. Ricoeur propose l'idée c'est bien de dire qu'il y a des devoirs de mémoire, mais il faut faire le boulot, il faut faire le travail de mémoire. Et ça, personne ne peut le faire à ma place. Quelqu'un peut édicter, une Assemblée nationale peut édicter un devoir, il n'empêche que le travail, il faut le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire partout, dans les familles, dans les écoles, dans les églises, partout où il y a quelque chose comme de la transmission qui se fait. Voilà. D'ailleurs, pour Ricoeur, il n'y a pas de symétrie entre la mémoire et l'oubli, parce que pour Ricoeur, il y a quand même un devoir de mémoire, au sens où c'est non pas le devoir de mémoire pour moi, mais le devoir de mémoire, j'ai le devoir de me souvenir pour l'autre. J'ai un devoir en termes de justice pour autrui, mais je ne peux pas, moi, revendiquer qu'on se souvienne de moi sous une forme juridique. C'est une autre idée de Ricoeur. Mais alors qu'il dit, il n'y a pas de devoir d'oubli. C'est-à-dire qu'un devoir d'oubli, c'est ce qu'on appelle l'amnistie. Il dit l'amnistie, c'est une catégorie très dangereuse. En fait, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Je pense qu'il y a des moments, à la sortie des guerres, des grandes guerres, où il y a besoin d'amnistie. Un moment où on arrête les représailles, justement le conflit des vengeances, etc., pour après, peut-être plus tard, on rouvre la mémoire. Il y a un temps, peut-être pour arrêter la guerre, pour arrêter le conflit, qu'il y ait un début de cicatrisation, et puis un temps, avant que tout ça s'efface, pour rouvrir la mémoire, pour dire quand même tout le malheur tout le tort qui a été commis, parce que sinon, le malheur n'est pas fini, le malheur va continuer. Un autre concept de Ricoeur que je trouve très important, c'est l'idée qu'il faut accepter que la cité soit divisée. C'est-à-dire qu'il y a du dissensus. C'est un mot difficile. Dissensus, c'est un mot latin qui veut dire du dissentiment, du conflit. Il y a du conflit. Il n'y a pas de société sans conflit. Et il y a du conflit des mémoires. Il y a un conflit des mémoires, des interprétations, il y a des différends historiques. On n'est pas d'accord et on pourra... Peut-être que ce n'est pas si facile que ça d'arriver à tomber d'accord. Regardez aujourd'hui en Europe, il n'empêche que chaque pays a encore son manuel d'histoire et que les Français n'apprennent pas leur histoire dans les manuels allemands. Vous voyez, bon. Donc il y a tout un travail à faire pour construire ce différent, et au lieu de le laisser silencieux en disant « n'en parlons pas », puisque c'est conflictuel, au contraire,
le faire travailler, en acceptant qu'il n'y a pas de tiers. Il n'y a personne, il n'y a pas de... Le jugement dernier appartient à Dieu. Dans l'histoire humaine, il n'y a pas de tribunal ultime, il n'y a pas même les plus grands historiens ne sont pas des juges impartiaux. Le meilleur historien peut encore se tromper. Et le meilleur, il n'y a pas de tiers absolu. Il y a des figures de tiers, mais il n'y a pas de tiers absolu. Et donc, il faut accepter de porter en soi le conflit. Il faut accepter que on va être des citoyens capables d'être justes en absence de jugement dernier sur l'histoire. Capable de partager la responsabilité. Je vais vous donner juste 2 exemples, et après je vais arrêter ça. Le partage de la responsabilité, c'est d'une part, on peut imputer singulièrement la culpabilité, la faute à certains individus, mais il ne faut pas non plus que la culpabilité soit tellement singularisée qu'une fois qu'on a nommé ces quelques boucs émissaires, ça y est, il n'y a plus aucun problème, la communauté est nettoyée de toute responsabilité. De l'autre côté, c'est important de dire qu'il y a une imputation politique à une communauté tout entière, consentante, et sinon consentante, bénéficiaire. Les enfants de coupables qui n'ont même pas consentants et qui sont bénéficiaires, et ils sont quand même bénéficiaires de quelque chose. Ça compte. Donc, quelque part, ils sont impliqués dans ce travail de la responsabilité. Ils sont quelque part appelés à se ressouvenir de ce qui s'est passé, à partager la responsabilité du passé. Donc, le citoyen, il apparaît à la fois dans le refus que la culpabilité soit tellement singularisée qu'il puisse se laver les mains sur un bouc émissaire, mais aussi dans le refus que les responsabilités soient tellement collectives, tellement générales. Ah, c'est les Allemands. C'est un peu ce que cherchaient à faire les nazis. Tous les Allemands sont coupables. Tout le monde était nazi. Alors du coup, plus personne n'est coupable. Ou alors quand les responsabilités sont tellement diluées, expliquer, comparer, relativiser, que finalement, il n'y a plus de responsable, plus personne n'est responsable. Donc il faut tenir dans cet entre-deux. Le citoyen, et le citoyen de l'histoire, le citoyen du monde, le citoyen des mémoires mondiales, c'est quelqu'un qui doit être capable de se déplacer pour prendre sur lui, de partager la responsabilité. C'est ce que fait Willy Brandt, par exemple, qui lui-même n'est coupable de rien, puisqu'au contraire, il était dans la résistance, qui prend sur lui la responsabilité politique de changer la situation, de changer la donne. Et ce dissensus, dit Ricoeur, ce désaccord, ce conflit, c'est pas seulement à l'occasion des grands procès ou des grandes affaires historiques. Je dirais, il faut le porter dans la vie de tous les jours. Il faut accepter qu'il y a quelque chose comme une sorte de conflictualité démocratique dans laquelle on tient sa part dans ce conflit, dans ce partage des mémoires. Mais ça suppose une démocratie capable de supporter ça. Une démocratie capable d'autoriser cette levée des mémoires et des conflits de mémoire. Et peut-être qu'aujourd'hui, notre démocratie n'est pas assez solide pour supporter ce conflit. Dernier point peut-être que je veux souligner, c'est de Ricoeur, c'est qu'il y a quelque chose de tragique. Il y a quand même quelque chose de tragique. Là, je faisais comme s'il y avait un désaccord, mais qui pouvait rentrer dans une sorte de consensus. Il y a quand même du tragique, c'est-à-dire un endroit où, de toute façon, il y a du différent incompréhensible. On ne se comprend pas les uns les autres. On est de toute façon dans l'irréparable, dans l'irréversible. Et c'est là que, justement, on a quand même besoin de l'histoire. Parce que, comme Ricoeur emprunte à un autre grand historien qui s'appelle Michel de Certeau, l'idée que l'écrit historique, mais on pourrait dire peut-être certaines chansons aussi, il y a peut-être d'autres figures, il n'y a pas que l'histoire, mais l'écrit historique est quelque chose comme une sépulture. C'est faire place à la mort, à l'irrévocable, à ce sur quoi on ne peut plus agir, à ce qui n'est plus maniable, qui n'est plus manipulable, qu'on ne peut plus changer. La perte. Et ne pas sombrer ni dans l'excès de mélancolie, parce que soi-même on s'enterre avec le passé, on ne peut plus être au présent, vivant au présent, parce qu'on est comme englouti par le passé, ni non plus dans l'exorcisme facile dans lequel on a un présent sans passé, qui est un présent d'amnésie, qui est un présent presque de maladie psychique, si vous voulez. On n'a plus de passé, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Donc il faut trouver pour les morts, pour le passé, des gestes de sépulture, des gestes de mise au tombeau, des gestes qui aident à faire le travail du deuil. Ça, Ricoeur a beaucoup insisté là-dessus. Il dit que tant que ce travail du deuil n'a pas été fait, le problème est simplement transmis aux générations suivantes, avec chaque fois
mais indissoluble, et chaque fois multiplié presque. Donc voilà, il y a un problème du deuil, c'est que justement je peux ne plus même croire en ma parole. J'essaye de transmettre quelque chose, et il n'y a plus personne pour entendre ce que je dis. Ricoeur écrit que se détache tragiquement la solitude des témoins historiques dont l'expérience extraordinaire prend en défaut la capacité de compréhension moyenne, la capacité de compréhension ordinaire. Il est des témoins, dit-il, qui ne rencontrent jamais l'audience capable de les écouter et de les entendre. On vient là, on a envie de dire, on voudrait dire, crier quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, dont on a été témoin, et il n'y a personne pour entendre. Je fais une petite parenthèse assez importante par rapport à l'expression du sel de la terre. Parfois, le problème du sel de la terre, le sel, il est bien le sel. Le problème, c'est que la langue, elle sent plus le sel. La réception, c'est important. Que font les récepteurs? Que font les oreilles qui entendent? Ce n'est pas uniquement la responsabilité de la bouche qui parle, c'est aussi la responsabilité de l'oreille qui entend. Ou de la bouche qui est capable de sentir qu'il y a du sel, qu'il y a quelque chose là, qui a un goût, qu'on n'est pas simplement dans l'indifférent et que tout est pareil. Voilà, donc il y a des récepteurs, et le grand problème aujourd'hui, c'est justement c'est le problème de la réception. Parce que justement, les récepteurs sont eux-mêmes, même les récepteurs de l'histoire, même de l'histoire, des manuels d'histoire les plus scolaires, sont aujourd'hui des récepteurs qui ont des mémoires blessées, des mémoires vivantes. Ils lisent les manuels scolaires, ils disent « Oh, c'est une honte !» On voit de plus en plus des adolescents à l'école qui protestent contre leur manuel scolaire, parce qu'on ne peut pas faire une histoire entièrement purgée de la mémoire. Ce n'est pas possible. Parce que justement, même les récepteurs, ils ont eux-mêmes une mémoire. Et voilà, donc la communicabilité des mémoires suppose la capacité d'entendre, de recevoir des récepteurs. Voilà, alors je vais arrêter bientôt. Je voudrais juste dire que, comme le disait un autre grand historien, Marcel Détienne, il prenait le mot perestroïka. En fait, la perestroïka en Russie, c'est véritablement une sorte de changement de passé. Et l'idée de la perestroïka que souligne Marcel Détienne, l'idée de Gorbatchev, c'est l'idée qu'on ne peut pas changer le présent sans changer le passé. Il a fallu changer le passé pour changer le présent. Il a fallu accepter une révision déchirante du passé pour revoir le présent, pour refaire le présent autrement, pour libérer d'autres possibilités du présent. Tant qu'on n'a pas fait ce travail, et je pourrais dire que c'est la même chose pour le pardon. Le pardon, ce n'est pas juste l'oubli, l'oubliette, on n'en parle plus, ça y est, c'est fini. Ça. Le pardon, c'est accepter justement de rouvrir la mémoire, de la rouvrir ensemble, justement, de dire, de formuler le malheur et de formuler le tort, dire oui, c'est vrai, j'ai dit oui, c'est ce que j'ai. Voilà. L'un qui dit ce qu'il a senti, l'autre qui dit ce qu'il a fait, et peut-être même que s'il y a du dissensus, l'un n'a pas cru faire ce que l'autre a senti, que l'autre le faisait. Ça. Là, je parle à l'échelle individuelle. Alors, vous imaginez à l'échelle collective et à l'échelle de l'histoire compliquée avec la lourdeur, la gravité de l'irréparable, avec le fait que c'est des générations qui sont passées là-dessus, que tout est embrouillé. Et qu'on ne peut plus punir. On ne peut pardonner que ce qu'on peut punir d'une certaine manière. Là, il n'y a rien à punir, on ne peut plus rien punir de toute façon. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué. Eh bien, de dire, voilà, il faut quand même changer, rouvrir le passé pour justement être libéré le passé ou être libéré du passé, dans les deux sens. Comment permettre un nouveau partage des mémoires? Et là, je voudrais dire justement, juste pour les nommer, parce que ce n'est plus le travail, là, je ne parle plus du tout de Ricoeur, mais qu'il y a des mémoires. Il y a la mémoire... des mémoires dont il faut faire mémoire de plusieurs choses. Il faut faire mémoire du grand récit de l'émancipation, qui est le récit des Lumières. Bon, j'ai vu que c'était dans votre programme, et je crois que c'est très important, qui a fait à la fois l'utopie, mais aussi l'idéologie officielle du projet colonial. Au nom de l'émancipation, on va mettre en esclavage. Mais en principe, c'est pour libérer. Donc, ou alors, il y a les effets pervers. Toute chose a des effets pervers. Le protestantisme a un message magnifique, et le protestantisme a des effets pervers, si je peux dire. Donc voilà, les Lumières ont un projet magnifique et ont des effets pervers épouvantables. Il y a cette mémoire-là. Il y a la mémoire complètement refoulée. Je pense qu'on n'a pas du tout mesuré encore l'échelle, l'importance, et remis de la traite négrière, de la part protestante là-dedans.
notamment tous les La Rochelle, Nantes. Enfin bon, je pense que vous connaissez. Je pense que la communauté protestante traditionnelle en France historique n'est pas capable de porter son propre passé. Et notamment son passé. Moi, j'ai fait un petit film récemment là pour Présence protestante sur protestants et pirates. Tout le rapport du protestantisme à la piraterie. Il y a un rapport de Coligny, Henri IV, jusqu'à la prise de La Rochelle. Il y a une grande épopée du protestantisme pirate contre les Espagnols. Il est français, il est hollandais, il est anglais. Après, il se déplace aux Caraïbes. Alors ça, c'est une autre chose. Il y a une mémoire d'une utopie des Caraïbes, qui est une utopie puritaine, qui est une utopie égalitariste. On la trouve chez Daniel Defoe, on la trouve chez toutes les... il faut que je vous lise des textes des puritains. En 1649, des puritains anglais. Vince Stanley, par exemple. Vince Stanley, en 1652, écrit « Au commencement des temps, le grand créateur, la raison, fit de la terre un trésor commun afin de subvenir aux besoins des bêtes sauvages, des oiseaux, des poissons et de l'homme. Au commencement, il n'était soufflé mot de la domination de l'espèce humaine. Mais dans leur égoïsme, certains imaginèrent d'instituer qu'un homme enseigne et commande à un autre. Et il advint que la terre se hérissa de haies et de clôtures du fait de ceux qui enseignent et gouvernent, et des autres on fit des esclaves. Et de cette terre où la création avait entreposé des richesses communes à tous, la voici achetée et vendue. » Voilà, c'est en 1652, vous voyez, c'est Vince Stanley, un des grands leaders puritains de la révolution puritaine anglaise. Donc, voilà, il y a cette utopie, on pourrait dire, de la révolution puritaine qui, dans les Caraïbes, a essayé de construire des îles où on aurait libéré, où la conversion, notamment des Quakers par exemple, la conversion libérait tout le monde. Il n'y avait plus d'esclaves, il n'y avait plus de différence, plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. Enfin, moi, il y a des utopies un petit peu pauliniennes de ce genre, de ce type-là. C'est ça leur discours. Et je dis, entre ces différentes mémoires, il faut arriver à trouver quelque chose comme une installation qui nous permette de faire vivre nos mémoires ensemble et de nous faire repartager nos mémoires de manière à pouvoir trouver dans la mémoire dans ce partage des mémoires de quoi recommencer, faire bifurquer l'histoire de demain. Parce qu'actuellement, on est dans une situation, je disais tout à l'heure, tout à fait effrayante et épouvantable, et nous avons besoin de puiser dans notre passé commun, dans ce passé partagé, revisiter ensemble de quoi, on pourrait dire, lancer des nouvelles promesses à la hauteur des défis du monde contemporain. C'est le travail de mettre ensemble des versions de l'histoire, des traditions différentes, des mémoires différentes. C'est déjà dans le texte biblique, je trouve, que nous en trouvons l'exemple. Le canon biblique a canonisé, a mis ensemble dans le même canon des théologies, des versions, des textes, des morceaux, je dirais, de mémoire hébraïque, etc., diverses, je dirais même antagonistes, qui étaient en conflit les uns avec les autres. Et canoniquement, ça veut dire justement, on les a canonisés ensemble, on les a obligés à cohabiter dans le même espace et à faire que leur conflit devienne non pas un conflit ruineux, un conflit qui déchire Israël, mais un conflit prometteur, un conflit dans lequel on s'installe durablement. Ce que je refuse, c'est l'idée qu'on va trouver une sorte de réconciliation des mémoires dans une seule grande mémoire qui comprendrait tout. Non, nous sommes des humains, nous portons, je dirais, des différences qui ne seront résorbées qu'en Dieu et que dans le royaume de Dieu. C'est ça ma théologie, qu'en espérance. Nous ne pouvons pas nous prétendre faire la synthèse. Nous ne pouvons pas nous prétendre faire une réconciliation totale. Je veux dire totale à la fois psychique et politique, totale. Non, nous, ce que nous pouvons faire, c'est assumer notre part de cette conflictualité pacifiée et, je dirais, en porter témoignage dans nos communautés elles-mêmes pour que nos communautés soient porteuses des promesses dont je viens de parler.